Va trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. La voix de ma sœur Victoria a résonné dans l'élégante salle à manger du Belmont S, l'un des restaurants les plus exclusifs de Seattle. Des rires ont éclaté autour de la table, mes parents, mon frère Kenneth, et le mari de Victoria se joignant tous à la fête comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je suis resté là, tenant ma pochette, mon visage brûlant d'humiliation tandis que les autres clients se tournaient pour me regarder. Les lustres scintillaient au-dessus, projetant une lumière chaude sur les nappes blanches et les verres en cristal, mais je me sentais glacé à l'intérieur. Je m'appelle Rachel, et j'ai 27 ans. J'ai vécu avec cette famille pendant 22 ans, depuis qu'ils m'ont adopté quand j'avais 5 ans. 22 ans à me faire rappeler que je n'avais pas ma place, que j'étais différente, que j'étais inférieure. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que je comptais était grand-mère Dorothy, la mère de ma mère adoptive, qui était assise au bout de la table avec une étrange expression sur son visage. « Victoria, ça suffit », ai-je dit doucement, essayant de conserver un peu de dignité. « Oh, ne sois pas si sensible », intervint ma mère, Patricia, en agitant sa main manucurée d'un air dédaigneux. « On ne fait que te taquiner. Tu sais comment est Victoria. » Je savais exactement comment était Victoria. À 32 ans, elle avait perfectionné l'art de me faire sentir petite tout en maintenant la façade de l'unité familiale. En grandissant, elle a eu la meilleure chambre, les vêtements les plus neufs, l'éducation universitaire coûteuse. J'ai eu les vêtements d'occasion et le collège communautaire. Elle était louée pour des réussites médiocres. J'étais critiqué pour l'excellence. « Assieds-toi, Rachel », ordonna mon père, Grégory. « Tu fais une scène. » Je me suis assise, ravalant la protestation qui montait dans ma gorge. Ce dîner était censé célébrer la dernière affaire de Victoria, un investissement immobilier que mes parents avaient aidé à financer. Ils aidaient toujours Victoria. Quand j'avais demandé un prêt pour lancer mon entreprise de conception graphique il y a 3 ans, ils avaient ri et m'avaient dit d'être réaliste. La soirée s'est éternisée avec la conversation qui se déroulait autour de moi comme si je n'étais pas là. Victoria se vantait de sa nouvelle Mercedes. Kenneth discutait de sa promotion à la banque. Mes parents rayonnaient de fierté, posant des questions, offrant des félicitations. Quand j'ai essayé de mentionner le client majeur que je venais de décrocher, un contrat d'une valeur de $50 000, ma mère m'a coupé la parole. « C'est bien, ma chérie. Kenneth, parle-nous de ta prime. » Au moment où le dessert est arrivé, je m'étais replié sur moi-même, l'engourdissement familier s'installant en moi. C'était mon rôle dans la famille, l'étrangère, le cas de charité, celle qu'ils gardaient pour se sentir bien dans leur peau. Puis le serveur s'est approché avec l'addition. Mon estomac s'est noué lorsqu'il a posé le porte-addition en cuir directement devant moi. Je l'ai regardé, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Le rire de Victoria était perçant et clair. « Oh, on ne t'a pas dit que tu payais ce soir ? Considérez ça comme ta contribution à la famille, puisque tu prends toujours sans jamais rien donner. » Prendre ? Le mot est sorti étranglé. Je ne vous ai jamais rien demandé. Le toit sur ta tête en grandissant, la nourriture, les vêtements, énumérait Patricia sur ses doigts. Nous t'avons tout donné, Rachel. Le moins que tu puisses faire est de nous offrir le dîner. Mes mains tremblaient en ouvrant le porte-addition. Le total a rendu ma vision floue, $3270. Ils avaient commandé les vins les plus chers, plusieurs entrées, des steaks de première qualité, des queues de homard. Kenneth avait commandé 3 desserts juste parce qu'il le pouvait. « Je ne peux pas me permettre ça », ai-je murmuré. « Bien sûr que si », dit Victoria doucement. « Tu viens de nous parler de ton gros client. $50 000, n'est-ce pas ? Ce n'est rien pour toi maintenant. » La vérité était que les $50 000 étaient répartis sur 6 mois de travail, et la majeure partie était déjà allouée aux dépenses professionnelles, au loyer, et au remboursement des prêts étudiants que ma famille avait refusé d'aider à payer. Ce seul dîner anéantirait mes économies. Mais je ne pouvais pas faire une autre scène, je ne pouvais pas leur donner plus de munitions pour me traiter d'ingrate, de difficile, de dramatique. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti ma carte de crédit et l'ai placée dans le porte-addition. Le serveur l'a emporté vivement, et je me suis forcé à sourire, à boire une gorgée d'eau, à prétendre que cela ne me dévastait pas. Victoria parlait déjà de leurs prochaines vacances en Toscane. Mes parents prévoyaient de les rejoindre. Personne n'a demandé si je voulais venir. Ils ne le faisaient jamais. Quand le serveur est revenu avec ma carte et le reçu, j'ai signé avec des doigts engourdis.
$3270 pour le privilège d'être humilié par des gens qui étaient censés m'aimer. Eh bien, c'était charmant, dit Patricia en tamponnant ses lèvres avec sa serviette. Même heure le mois prochain? Le mois prochain. Il s'attendait à ce que cela devienne une habitude. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire enfin que c'en était assez, quand une voix a percé le brouhaha. Un instant, s'il vous plaît. Tout le monde s'est tu. Grand-mère Dorothy, qui était restée silencieuse toute la soirée, se tenait debout au bout de la table. À 78 ans, elle commandait encore l'attention, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture droite comme un i. Quelque chose dans son expression a serré ma poitrine. Le restaurant semblait retenir son souffle. Grand-mère Dorothy avait toujours été différente du reste de la famille. Tandis que mes parents et mes frères et sœurs me traitaient comme une obligation, elle avait été celle qui venait à mes pièces de théâtre scolaire, qui se souvenait de mon anniversaire, qui me posait des questions sur mes rêves. Elle était aussi la personne la plus riche que j'ai jamais connue, une milliardaire autodidacte qui avait bâti un empire pharmaceutique à partir de rien. Mais dernièrement, elle était plus silencieuse, observant. Je l'avais remarqué observer les réunions de famille avec une intensité qui me faisait me demander à quoi elle pensait. « Mère, qu'y a-t-il » demanda Patricia, l'irritation perçant dans sa voix. Nous étions sur le point de partir. « Asseyez-vous, tous. » La voix de grand-mère Dorothy portait une autorité qui fit même se redresser mon père sur sa chaise. « J'ai quelque chose à dire, et vous allez écouter. » Victoria a levé les yeux au ciel mais est restée assise. Kenneth a regardé son téléphone sous la table. Mes parents ont échangé des regards confus. Le regard de grand-mère Dorothy a balayé chacun d'eux avant de se poser sur moi. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, peut-être de la tristesse, ou de la déception envers tous les autres. J'observe cette famille depuis des années, commença-t-elle, sa voix ferme mais froide. J'observe comment vous traitez Rachel, comment vous l'avez toujours traitée. Mère, vraiment, protesta Patricia. Ce n'est pas le moment. Tais-toi. L'ordre était si sec que ma mère obéit réellement. J'ai 78 ans, et j'ai passé les derniers mois à réfléchir à mon héritage, à où mon argent devrait aller quand je ne serai plus là. La table devint très silencieuse. La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette alors qu'il la posait. L'expression suffisante de Victoria vacilla. Nous savons tous comment ça marche, continua grand-mère Dorothy. La majeure partie de ma succession va à Patricia, puis est distribuée entre les petits-enfants. C'est ce que dit le testament actuel. J'ai regardé le visage de Victoria s'illuminer de cupidité. Elle comptait sur cet héritage depuis des années, planifiant des achats élaborés, faisant des investissements basés sur de l'argent qu'elle n'avait même pas encore. Mais j'ai demandé à mon avocat de rédiger un nouveau testament. Grand-mère Dorothy sortit une enveloppe de son sac à main. Signée et notariée hier. Le silence était suffocant. Tu ne peux pas être sérieuse, dit Kenneth. Tu changes ton testament à cause de quoi? D'une stupide blague. Une blague? Le rire de grand-mère Dorothy était amer. Je vous ai tous regardé vous moquer et rabaisser Rachel pendant plus de 2 décennies. Je vous ai regardé l'exclure, l'humilier, la traiter comme si elle était moins qu'humaine, et ce soir vous l'avez fait payer pour vos excès en riant de la situation. On s'amusait juste, protesta Victoria, mais sa voix vacillait. S'amuser? Grand-mère Dorothy a répété le mot comme s'il avait un goût immonde. Vous pensez que la cruauté est amusante? Vous pensez que faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur est un divertissement? Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Grand-mère Dorothy a lentement contourné la table jusqu'à se tenir à côté de moi. Sa main s'est posée doucement sur mon épaule. Rachel est la seule de cette famille à avoir montré un vrai caractère, dit-elle. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a bâti une entreprise à partir de rien sans aucune aide de votre part. Elle est gentille, talentueuse et résiliente malgré tous vos efforts pour briser son esprit. Mère, tu es dramatique, dit Grégory, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Les sourcils de grand-mère Dorothy se haussèrent. Patricia, quand as-tu demandé pour la dernière fois à Rachel comment elle allait? Vraiment demander et écouter la réponse? La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma. Kenneth, as-tu déjà félicité ta sœur pour ses accomplissements? As-tu déjà reconnu son succès? Mon frère fixa son assiette. Victoria, as-tu passé ne serait-ce qu'un seul jour à traiter Rachel comme un membre de la famille au lieu d'une servante?
Le visage de ma sœur devint rouge de colère et d'embarras. Grand-mère Dorothy regarda chacun d'eux, sa déception évidente. Vous avez tous échoué de manière spectaculaire. Vous avez accueilli une petite fille qui avait tout perdu, et au lieu de lui donner de l'amour et du soutien, vous avez passé 22 ans à lui faire payer une gentillesse que vous n'avez jamais vraiment montrée. Le poids de ces mots s'abattit sur la table comme une lourde couverture. Les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Le personnel du restaurant planait à distance, sentant le drame. Alors, voici ce qui va se passer, dit grand-mère Dorothy, sa voix gagnant en force. Toute ma succession, chaque dollar, chaque propriété, chaque investissement, ira à Rachel. L'explosion fut immédiate. Quoi, hurla Victoria en se levant d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste. Kenneth a frappé la table du poing. Mère, pense à ce que tu dis. Tu parles de milliards de dollars, plaida Patricia. Rachel n'est même pas vraiment de la famille. Arrêtez. L'ordre de grand-mère Dorothy les a de nouveau réduits au silence. Rachel est plus de la famille que vous ne l'avez jamais été. Elle a mérité cela non pas par le sang, mais par son caractère. En étant une meilleure personne que vous tous réunis. J'étais assise, figée, incapable de traiter ce qui se passait. Des milliards de dollars. Toute la fortune de grand-mère Dorothy. C'était impossible, irréel, trop énorme pour être compris. Tu es manipulé, dit Grégory désespérément. Rachel a dû faire quelque chose. Rachel n'a rien fait d'autre que de survivre à vos abus, le coupa grand-mère Dorothy. Et cela se termine ce soir. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Thomas, c'est Dorothy. Oui. Dépose le Nouveau Testament immédiatement. Assure-toi qu'il est inattaquable et prépare les documents de la fiducie pour Rachel. Les visages de ma famille allaient du choc à la fureur en passant par l'incrédulité. Victoria avait l'air de pouvoir s'évanouir. Le visage de Kenneth était devenu violet. Mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ce n'est pas fini, siffla Victoria en me regardant. Nous le contesterons. Nous te combattrons en justice. Essayez, dit calmement grand-mère Dorothy. Je me suis assuré que tout est complètement légal, et je suis saine d'esprit, comme le confirme une évaluation médicale de ce matin. Elle avait tout planifié, chaque détail. L'explosion qui suivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Victoria se jeta à travers la table, son visage tordu de rage. Kenneth lui attrapa le bras, mais sa propre colère était à peine contenue. Mes parents restèrent assis dans un silence stupéfait, leur monde soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Espèce de petite manipulatrice, me grogna Victoria. Tu as planifié ça. Tu as joué la victime tout ce temps. Assez. Grand-mère Dorothy s'est interposée entre nous. Rachel n'a rien fait de mal. Elle n'était même pas au courant jusqu'à maintenant. C'était vrai. J'étais encore sous le choc, mon esprit incapable de saisir ce qui venait de se passer. Des milliards de dollars. Toute la succession de grand-mère Dorothy. Tout ce qu'elle avait construit au cours de sa vie. Pourquoi fais-tu ça? La voix de Patricia se brisa, des larmes coulant sur son visage. Je suis ta fille, ton sang. Et tu devrais avoir honte de la façon dont tu as agi, répondit grand-mère Dorothy, sa voix plus douce mais toujours ferme. Je t'ai donné tous les avantages dans la vie, Patricia. L'éducation, les opportunités, l'amour. Et tu as pris tout cela et n'as rien appris sur la compassion ou la gentillesse. Au lieu de cela, tu as transmis ta cruauté à tes propres enfants. Soyons raisonnables, essaya Grégory avec une approche différente. Nous pouvons arranger ça. Peut-être partager la succession. Il n'y a rien à arranger, dit grand-mère Dorothy. La décision est prise. Mes avocats ont tout en ordre. La fiducie est établie. Rachel recevra tout à mon décès, avec un accès immédiat à certains comptes dès demain. Demain? Le mot flotta dans l'air. Ce n'était pas une promesse future. C'était réel, immédiat, en train de se produire. Kenneth se pencha en avant, sa voix basse et menaçante. Tu fais une énorme erreur. Rachel ne sait pas comment gérer autant d'argent. Elle le dilapidera en un an. Rachel a bâti une entreprise prospère à partir de rien, l'interrompit grand-mère Dorothy. Elle est plus responsable financièrement à 27 ans que vous ne l'avez jamais été. Elle a dû l'être parce que vous ne l'avez jamais aidée.
J'ai trouvé ma voix, tremblante et incertaine. Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Elle se tourna vers moi, et son expression s'adoucit. Parce que je t'ai vu souffrir assez longtemps, ma chérie. Je suis en train de mourir. Le monde a basculé. Quoi? Le mot est à peine sorti. Cancer du pancréas, stade 4. Il me reste peut-être 6 mois, probablement moins. Elle l'a dit si calmement, mais j'ai vu la douleur sous le sang-froid. Je l'ai découvert il y a 3 mois, et j'ai passé ce temps à mettre mes affaires en ordre, à m'assurer que mon héritage aille à quelqu'un qui le mérite. Des larmes ont brouillé ma vision. Grand-mère Dorothy était en train de mourir. La seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé s'en allait. Oh, ne pleure pas, Rachel. Elle m'a prise dans ses bras, et j'ai respiré son parfum familier, lilas et vanille. Ce n'est pas triste. C'est la justice. Autour de nous, le restaurant était devenu complètement silencieux. Même le bruit de la cuisine s'était tu. Tout le monde regardait cette famille imploser en temps réel. Tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet, essaya de nouveau Patricia, le désespoir rendant sa voix stridente. Mère, s'il te plaît, pense à tes petits-enfants. Pense à l'héritage familial. J'y pense, dit grand-mère Dorothy. C'est exactement pour ça que je fais ça. L'héritage familial devrait être la compassion, le travail acharné et l'intégrité. Rachel incarne tout cela. Le reste d'entre vous incarne la cupidité, la cruauté et le sentiment que tout vous est dû. Les mains de Victoria tremblaient. Nous intenterons un procès. Nous prouverons que tu n'es pas saine d'esprit. Bonne chance avec ça. Le sourire de grand-mère Dorothy était acéré. J'ai des évaluations médicales, des expertises psychologiques et des témoignages de dizaines de témoins sur votre traitement de Rachel au fil des ans. Mon avocat a tout documenté pendant des mois. Elle avait planifié cela avec soin, méthodiquement, me protégeant alors que son propre temps s'écoulait. Je veux rentrer à la maison, ai-je murmuré. Bien sûr. Grand-mère Dorothy a gardé son bras autour de moi. Thomas est dehors avec la voiture. Il nous ramènera toutes les deux chez moi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors que nous nous tournions pour partir, Kenneth nous a bloqué le passage. Ce n'est pas juste. Elle n'est même pas vraiment l'une des nôtres. Bouge, la voix de grand-mère Dorothy était de glace. Ou je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Il s'est écarté, mais la haine dans ses yeux m'a fait tressaillir. Nous avons traversé le restaurant en silence, tous les yeux nous suivant. L'air frais de Seattle a frappé mon visage lorsque nous sommes sortis, et je l'ai avalé, essayant de me calmer. Une élégante voiture noire attendait au bord du trottoir. Thomas, le chauffeur de grand-mère Dorothy depuis 30 ans, a ouvert la portière avec un sourire entendu. Mademoiselle Rachel, bienvenue. Thomas c'est tout, dit grand-mère Dorothy alors que nous nous glissions sur la banquette arrière. Il m'aide à planifier ça depuis des semaines. La voiture s'est éloignée du restaurant, laissant ma famille, mon ancienne famille, debout sur le trottoir, sous le choc. À travers la lunette arrière, j'ai vu Victoria crier quelque chose, son visage tordu de rage. Kenneth était au téléphone, appelant probablement un avocat. Mes parents se tenaient ensemble, l'air perdu et brisé. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou de la peur, mais tout ce que je ressentais était un épuisement engourdi mêlé à un étrange sentiment de liberté. Tu es vraiment en train de mourir, ai-je demandé à grand-mère Dorothy, ma voix faible. Oui. Elle a pris ma main, sa peau fine comme du papier mais sa poigne étonnamment forte. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu une vie bien remplie, Rachel. J'ai bâti un empire, élevé une famille, laissé ma marque. Maintenant, je peux m'assurer que tout ce pourquoi j'ai travaillé va à quelqu'un de digne. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je admis. Je ne sais pas comment être riche. Je ne sais pas comment diriger tes entreprises. Tu apprendras, dit-elle avec confiance. Tu es intelligente, travailleuse, et tu as de bons instincts. Et tu auras une excellente équipe pour te guider. Je m'en suis assuré. Les lumières de la ville défilaient floues derrière la vitre alors que nous nous dirigions vers sa propriété de Madison Park. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant? Grand-mère Dorothy a serré ma main. Maintenant, nous te préparons pour ta nouvelle vie, et nous nous assurons absolument que ta famille ne pourra plus jamais te faire de mal. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans l'une des chambres d'amis de grand-mère Dorothy,
momentanément désorienté par les draps en soie et la vue sur le lac Washington à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Puis les souvenirs sont revenus en force, le restaurant, l'addition, l'annonce, tout. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que je l'avais rallumé, 43 appels manqués de Victoria, 27 de ma mère, 16 de Kenneth, des dizaines de textos allant de la supplication à la menace. Je les ai parcourus avec un étrange détachement. Tu es égoïste. Pense à la famille. Patricia. Je te détruirai au tribunal. Tu ne verras pas un centime. Victoria. Nous devons parler. On peut encore arranger ça. Grégory. Grand-mère ne pense clairement pas droit. Aide-nous à la faire évaluer. Kenneth. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre. La propriété de grand-mère Dorothy s'étendait sur 3 acres de terrain de premier choix à Seattle. Le soleil du matin scintillait sur le lac. Des voiliers parsemaient déjà l'eau. C'était à moi maintenant, ou le serait bientôt. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Mademoiselle Rachel, le petit déjeuner est prêt, et Madame Dorothy aimerait vous voir dans le bureau. J'ai trouvé grand-mère Dorothy assise derrière un énorme bureau en acajou, l'air étonnamment énergique malgré la révélation de la veille sur sa santé. Thomas se tenait à proximité, et un homme à l'allure distinguée dans un costume coûteux était assis en face d'elle. Rachel, voici Walter, mon avocat, dit grand-mère Dorothy. Nous devons passer en revue certaines choses. Walter se leva, me serrant la main avec une poignée ferme. Mademoiselle Rachel, c'est un plaisir. Votre grand-mère a parlé de vous en des termes très élogieux. Je me suis assise, me sentant comme dans un rêve. Walter a ouvert un portefeuille en cuir et a commencé à expliquer les détails de la fiducie, des entreprises, des investissements. Des chiffres qui semblaient impossibles dansaient devant mes yeux, 3 milliards de dollars d'actifs liquides, 5 milliards de dollars en propriété et investissements, des participations dans des sociétés pharmaceutiques, des projets immobiliers, des start-up technologiques. Les comptes à accès immédiat sont activés aujourd'hui, expliqua Walter. 5 millions de dollars pour votre usage personnel pendant la finalisation de la fiducie. Votre grand-mère voulait s'assurer que vous ayez des ressources tout de suite. 5 millions de dollars pour un usage immédiat. J'ai eu le vertige. Il y a plus, dit grand-mère Dorothy, les yeux vifs. Ta famille essaiera de contester cela. Ils invoqueront l'abus de faiblesse, les facultés affaiblies, tout ce qu'ils pourront imaginer. Nous devons être préparés. Que peuvent-ils vraiment faire, ai-je demandé. Walter se pencha en avant. Légalement, pas grand-chose. Madame Dorothy a des documents prouvant sa santé mentale, y compris des évaluations de 3 médecins différents. Le testament est inattaquable. Cependant, ils peuvent rendre le processus difficile, le faire traîner en justice, créer une publicité négative. Qu'ils essaient, dit fermement grand-mère Dorothy. Je documente leur traitement de Rachel depuis des années. Chaque commentaire cruel, chaque exclusion, chaque incident d'abus financier. S'ils veulent une bataille judiciaire, je les enterrerai sous les preuves. Mon téléphone a de nouveau vibré. Victoria. Je l'ai mis en sourdine. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit grand-mère Dorothy, et quelque chose dans son ton m'attendu. Ton adoption n'était pas tout à fait ce que tu crois. La pièce sembla basculer. Que veux-tu dire? Elle a sorti un dossier de son tiroir de bureau, le faisant glisser vers moi. Quand Patricia et Grégory t'ont adopté, ils ont reçu une somme d'argent substantielle. 750 000 dollars pour être exact. C'était censé couvrir tes soins, ton éducation, tout ce dont tu aurais besoin en grandissant. J'ai regardé les documents dans le dossier, relevé bancaire, registre de transfert. Ils ont pris de l'argent pour m'adopter. D'une fiducie établie par tes parents biologiques, confirma grand-mère Dorothy. Ils sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 5 ans. Ils avaient établi une fiducie pour s'assurer que l'on s'occupe de toi. Patricia et Grégory ont été approuvés comme parents adoptifs et ont eu accès à ces fonds. Mes mains tremblaient en parcourant les papiers. 750 000 dollars. Et j'avais porté des vêtements d'occasion, suis allé au collège communautaire avec des prêts étudiants, on m'avait dit que la famille ne pouvait pas se permettre de m'aider. Ils ont tout dépensé, ai-je murmuré en voyant les relevés de compte. Vacances, voitures, les frais de scolarité de l'école privée de Victoria, le fonds universitaire de Kenneth. Ils ont dépensé mon argent pour tout le monde sauf moi.
Oui, dit doucement grand-mère Dorothy. Je ne l'ai découvert moi-même qu'il y a 2 ans. J'enquête depuis lors, rassemblant des preuves. C'est du vol, Rachel. Ils ont volé une enfant. La trahison m'a blessé plus profondément que toute autre chose. Ce n'était pas seulement de la cruauté ou du favoritisme. Ils avaient profité de ma perte, pris l'argent destiné à mes soins, et l'avaient utilisé pour gâter leurs enfants biologiques tout en me traitant comme un fardeau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. Parce que j'avais besoin d'être sûr. Besoin que toute la documentation soit parfaite et légale. Et, elle fit une pause, semblant soudain plus âgée, parce que je savais qu'une fois que tu aurais appris la vérité, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ta relation avec eux, aussi toxique soit-elle, serait complètement terminée. Elle avait raison. La moindre parcelle de moi qui avait espéré une réconciliation, qui s'était demandé si j'étais peut-être trop sensible ou ingrate, est morte à cet instant. Ils n'avaient pas seulement été cruels. Ils avaient été des criminels. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sentais perdu, dépassé. Tu me laisses gérer ça, dit grand-mère Dorothy. Walter a déjà déposé une plainte civile contre Patricia et Gregory pour détournement de fonds de fiducie. Avec les intérêts sur 22 ans, ils te doivent environ 2,3 millions de dollars. Mon téléphone a de nouveau explosé d'appels. Cette fois, c'était mon père. Réponds, dit grand-mère Dorothy. Mets-le sur haut-parleur. Écoutons ce qu'il a à dire. Avec des mains tremblantes, j'ai accepté l'appel. Rachel? La voix de Gregory était désespérée. Rachel, s'il te plaît, nous devons parler. Ta grand-mère ne pense pas clairement. Elle me semble parfaitement claire, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. C'est insensé. Tu ne peux pas penser que tu mérites toute sa fortune. Tu as été avec nous pendant 22 ans, et soudain tu te retournes contre nous au moment où l'argent est en jeu. Au moment où l'argent est en jeu, ai-je répété. Tu veux dire comme les 750 000 $ que vous avez pris pour m'adopter? L'argent que vous avez dépensé pour tout le monde sauf moi. Silence. Puis, je ne sais pas quel mensonge elle t'a raconté. Les relevés bancaires ne mentent pas, papa. Le mot avait un goût amer. Walter a toute la documentation. Vous m'avez volé. Vous deux. La voix de Patricia est passée au téléphone, stridente de panique. Cet argent était pour t'élever, pour te loger, te nourrir. Vous m'avez donné des vêtements d'occasion et m'avez fait payer mes propres études, ai-je dit. Pendant ce temps, Victoria a eu des vêtements de marque et une bourse complète pour une université privée. Kenneth a eu une nouvelle voiture à 16 ans. Je n'ai rien eu. Tu es ingrate, essaya Gregory. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné une prison, ai-je dit, les mots se sentant puissants, libérateurs. Vous m'avez fait sentir sans valeur chaque jour, et vous l'avez fait en dépensant de l'argent qui m'était destiné. Nous combattrons ça, menaça Patricia. Nous te traînerons en justice. Je vous en prie, intervint grand-mère Dorothy. J'adorerais vous voir expliquer les registres financiers à un juge. Expliquez comment vous avez pris l'argent destiné à une enfant de 5 ans en deuil et l'avez dépensé en vacances de luxe. L'appel s'est terminé brusquement. Ils avaient raccroché, probablement pour appeler leur propre avocat. J'ai senti la main de Walter sur mon épaule. Mademoiselle Rachel, je sais que c'est accablant, mais vous devez comprendre. Vous avez toutes les cartes en main. Ils n'ont aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Ils essaieront quand même, ai-je dit. Bien sûr qu'ils le feront, acquiesça grand-mère Dorothy. Mais ils perdront. Et quand ils le feront, vous n'aurez plus jamais à les revoir. 3 jours plus tard, l'histoire a fait la une des médias. D'une manière ou d'une autre, et je soupçonnais Victoria d'être derrière cela, les détails du changement de testament de grand-mère Dorothy avaient fuité dans la presse. Une milliardaire déshérite sa famille pour sa petite-fille adoptive, criaient les gros titres. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des journalistes voulant des déclarations. J'avais temporairement emménagé dans la propriété de grand-mère Dorothy, incapable d'affronter mon appartement, dont ma famille connaissait l'adresse. Thomas avait récupéré mes affaires, et je vivais dans une étrange bulle de luxe et de chaos. La réaction du public était partagée. Certains louaient grand-mère Dorothy pour avoir récompensé le caractère plutôt que le sang. D'autres me traitaient de croqueuse de diamants manipulatrice qui avait séduit une femme âgée pour sa fortune. Les sections de commentaires étaient brutales.
Elle a dû coucher avec l'avocat de la vieille ou quelque chose comme ça. Alerte à la croqueuse de diamants. Cette fille savait exactement ce qu'elle faisait. Bravo à Dorothy. La famille n'est pas une question de sang. C'est la façon dont on traite les gens. Cette fille adoptive va dilapider des milliards en un an. Regardez bien. J'ai essayé d'ignorer, mais les mots se sont insinués sous ma peau. Avais-je tort d'accepter cela? Aurais-je dû refuser le cadeau de grand-mère Dorothy? Arrête de lire ça, dit grand-mère Dorothy, me trouvant penché sur mon ordinateur portable dans la bibliothèque. Elle avait l'air plus fragile qu'il y a quelques jours, le cancer progressant clairement. Les gens auront toujours des opinions. Laisse-les parler. Ils disent des choses horribles sur moi, ai-je dit. Ils ont dit des choses horribles sur moi quand j'ai créé ma première entreprise, répondit-elle en s'installant dans le fauteuil à côté de moi. Ils disaient que j'étais trop agressive, trop masculine, trop ambitieuse. Une femme ne pouvait pas réussir dans l'industrie pharmaceutique. Je leur ai prouvé le contraire. Elle a pris ma main, sa poigne plus faible maintenant. Tu leur prouveras le contraire aussi, Rachel. Pas en te défendant, mais en étant exactement qui tu es, gentille, travailleuse, pleine de principes. Cet après-midi-là, Walter est arrivé avec des nouvelles. Patricia et Gregory ont officiellement déposé une requête pour contester le testament. Il invoque les facultés affaiblies et l'abus de faiblesse. Laisse-moi voir, dit grand-mère Dorothy. Walter lui a remis les documents juridiques. J'ai lu par-dessus son épaule, ma colère grandissant à chaque mot. Il prétendait que j'avais isolé grand-mère Dorothy de sa famille, que j'avais manipulé une femme âgée malade, que j'avais profité de son état mental déclinant. C'est ridicule, ai-je dit. Je n'étais même pas au courant du cancer jusqu'à cette nuit-là. Nous avons des preuves du contraire, m'a assuré Walter, y compris des témoignages du personnel médical, d'amis, d'associés. Ils sont aux abois. Mais quelque chose dans l'expression de Walter m'a rendu nerveuse. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Il a échangé un regard avec grand-mère Dorothy. Victoria a engagé un détective privé. Ils fouillent dans ton passé, cherchant tout ce qu'ils peuvent utiliser contre toi. Mon estomac s'est noué. Il n'y a rien à trouver. Nous le savons, dit grand-mère Dorothy. Mais ils essaieront de créer quelque chose. De déformer des situations innocentes. De sortir les choses de leur contexte. Comme par hasard, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu. Rachel? C'est si bon de vous joindre enfin. La voix était inconnue, mielleuse. Je suis Jennifer Cole du Seattle Sun Magazine. J'aimerais discuter de votre relation avec Dorothy. Pas de commentaire, ai-je dit, m'apprêtant à raccrocher. Attendez. J'ai juste quelques questions sur les allégations. Quelles allégations? À propos de votre entreprise. Il y a des questions sur l'origine de votre capital de départ. Certaines personnes suggèrent que Dorothy l'a financé il y a des années, que vous planifiez cette prise de contrôle depuis longtemps. Mon sang se glaça. Ce n'est pas vrai. J'ai bâti mon entreprise avec mon propre argent. Pouvez-vous le prouver? Avez-vous des documents? J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ils essaient de créer un récit, dit sombrement Walter. Que vous avez préparé Dorothy depuis des années. Que tout ce que vous avez accompli était en réalité son argent. Mais ce n'était pas le cas. J'ai des documents de prêt, des registres d'entreprise. Nous le savons, apaisa grand-mère Dorothy. Et nous le prouverons. Mais Rachel, tu dois te préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison. Le soir même, les réseaux sociaux étaient inondés de théories. Des comptes anonymes, probablement ma famille, propageaient des rumeurs selon lesquelles j'avais échoué au collège communautaire, j'avais obtenu mon diplôme avec mention, que mon entreprise était en faillite, elle était florissante, que j'avais eu de multiples liaisons avec des hommes riches plus âgés. J'avais à peine eu de rendez-vous depuis des années. La rumeur la plus cruelle était que j'avais d'une manière ou d'une autre causé la mort de mes parents biologiques pour accéder à leurs fonds fiduciaires. J'avais 5 ans quand ils sont morts, mais les faits n'importaient pas au troll d'Internet. J'ai fermé mon ordinateur portable, me sentant mal. Mademoiselle Rachel. Thomas apparut à la porte de la bibliothèque. Il y a des journalistes à la grille. Un bon nombre d'entre eux. Je me suis approché de la fenêtre donnant sur l'avant de la propriété. Des camionnettes de chaînes de télévision bordaient la rue,
des caméras pointées vers la maison. Ma vie privée était désormais un spectacle public. C'est ce qu'ils veulent, ai-je dit doucement. Ils veulent que je craque, que je fasse quelque chose qui me donne une mauvaise image. Alors ne leur donne pas cette satisfaction, dit grand-mère Dorothy. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient toujours féroces. Nous combattons cela de la bonne manière, avec la vérité, avec des preuves, avec dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer des moments de mon enfance, Patricia me disant que j'avais de la chance qu'il m'ait accueilli, Victoria riant quand je n'étais pas invité à sa fête d'anniversaire, Kenneth me poussant dans la piscine lors d'une réunion de famille pendant que tout le monde riait. Chaque moment d'exclusion, chaque cruauté désinvolte, tout cela menant à ce moment. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu vas regretter ça. On va te détruire. V. Victoria, me menaçant depuis un téléphone prépayé. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Walter. Une preuve. Grand-mère Dorothy m'avait bien appris. Le lendemain matin a apporté un nouveau développement. Kenneth s'est présenté à la propriété, réussissant d'une manière ou d'une autre à passer la sécurité. Je l'ai trouvé dans le hall en train de se disputer avec Thomas. Je dois voir Rachel, disait-il. S'il vous plaît, c'est important. C'est bon, Thomas, ai-je dit, bien que mon cœur batte la chamade. Je vais lui parler. Kenneth avait l'air terrible, mal rasé, ses vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Rien à voir avec le banquier soigné avec qui j'avais grandi. Rachel, s'il te plaît, dit-il. Nous devons arranger ça. La famille est en train de s'effondrer. La famille s'est effondrée il y a longtemps, ai-je dit. Tu le remarques juste maintenant parce que l'argent est en jeu. Ce n'est pas juste. Je sais que nous n'avons pas toujours été. Je sais que nous aurions pu être meilleurs avec toi, mais ça? Il a fait un geste vers la propriété. Nous exclure complètement. C'est aller trop loin. Trop loin. Ma voix s'est élevée malgré ma tentative de rester calme. Kenneth, tu m'as poussé dans une piscine quand j'avais 12 ans et j'ai failli me noyer parce que je ne savais pas nager. Personne ne m'a appris parce que les leçons de natation étaient pour la vraie famille. Victoria a dit à tout le monde à l'école que j'étais adopté parce que mes vrais parents ne voulaient pas de moi. Maman a oublié mon anniversaire 3 années de suite. Papa m'a dit que je devrais être reconnaissante pour les restes. Et vous avez tous dépensé 750 000 $ qui m'étaient destinés pendant que je travaillais 3 emplois pour payer le collège communautaire. Le visage de Kenneth est devenu blanc. Je ne savais pas pour cet argent. Je le jure. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Aucun de vous n'a jamais posé de questions sur moi, sur ma vie, sur si j'allais bien. Les mots ont jailli, des années de douleur trouvant enfin une voie. Tu veux réparer la famille? Il n'y a rien à réparer. Elle était brisée depuis le début. Rachel, s'il te plaît. Sors. Ma voix était maintenant stable, froide. Sors de cette maison et ne reviens pas. Tu fais une erreur, dit Kenneth, mais il n'y avait aucune conviction là-dedans. Quand grand-mère ne sera plus là, tu n'auras personne. Je n'avais déjà personne, ai-je dit. Au moins maintenant, j'aurai des ressources pour me construire une vraie vie. Thomas a raccompagné Kenneth à la sortie. Par la fenêtre, j'ai regardé mon frère marcher vers sa voiture, les épaules affaissées. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la culpabilité, mais une triste reconnaissance de ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi différemment. Cet après-midi-là, Walter a convoqué une réunion d'urgence. Son expression était grave. L'équipe juridique de Victoria a trouvé quelque chose, dit-il. Ou plutôt, ils prétendent avoir trouvé quelque chose. Ils allèguent que vous avez falsifié des documents liés à votre entreprise, en particulier des contrats avec des clients. Ils essaient de vous dépeindre comme une personne malhonnête, capable de manipuler Dorothy. C'est insensé, ai-je dit. Tous mes contrats sont légitimes. Nous le savons, mais ils déposent une motion pour retarder la procédure testamentaire en attendant une enquête. C'est une tactique dilatoire, mais ça pourrait fonctionner. La main de grand-mère Dorothy a frappé le bureau, nous surprenant tous les deux. Malgré sa fragilité, la colère lui donnait de la force. Absolument pas, Walter, dépose une motion d'urgence pour accélérer. Je veux que ce soit réglé avant. Elle n'a pas terminé la phrase. Avant qu'elle ne meure. Dorothy,
tu devrais te reposer, commença Walter. Je me reposerai quand ce sera fini, rétorqua TL. Ma petite fille est attaquée par des vautours se faisant passer pour une famille. Nous mettons fin à cela maintenant. Walter a hoché la tête et a sorti son téléphone, s'éloignant pour passer des appels. Grand-mère Dorothy s'est tournée vers moi, ses yeux féroces malgré l'épuisement évident sur son visage. Rachel, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je tiens une conférence de presse demain. Je vais dire la vérité. Toute la vérité. Sur l'argent volé, les abus, tout. Mais j'ai besoin que tu sois là avec moi. Le monde a besoin de te voir, de t'entendre directement. La terreur m'a saisi. Je ne peux pas. Je dirai quelque chose de mal. Je vais? Tu seras parfaite, dit-elle fermement. Parce que tu diras la vérité. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Cette nuit-là, je n'ai de nouveau presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de répéter ce que je pourrais dire, puis de l'abandonner. Comment résumer 22 ans de douleur en quelques minutes? Comment faire comprendre à des étrangers? La conférence de presse était prévue à 14 heures au bureau de grand-mère Dorothy au centre-ville. Lorsque Thomas nous y a conduites, la présence des médias était écrasante, des caméras partout, des journalistes criant des questions, une foule de badauds documentant tout sur leur téléphone. Walter avait préparé une déclaration, mais quand j'ai regardé grand-mère Dorothy, vraiment regardé, j'ai vu combien cela lui coûtait. Elle était en train de mourir, utilisant ses dernières réserves de force pour se battre pour moi. La salle de conférence était bondée, caméra en marche, lumière vive, l'air épais d'anticipation. Grand-mère Dorothy était assise à côté de moi à une longue table, Walter de l'autre côté. Elle avait l'air petite mais incassable. Merci d'être venu, commença-t-elle, sa voix étonnamment forte. Je suis ici pour répondre aux rumeurs et aux allégations entourant mon testament et ma petite fille, Rachel. Elle a tout exposé, la documentation des abus, l'argent du fonds fiduciaire volé, des années de manipulation émotionnelle et financière. Elle a montré des relevés bancaires, des évaluations médicales prouvant sa santé mentale, des témoignages d'associés. C'était méthodique, dévastateur, irréfutable. Certains ont suggéré que Rachel m'a manipulé, dit grand-mère Dorothy, son regard balayant la salle. La vérité est le contraire. Ma famille biologique l'a manipulé. Ils ont pris une enfant de 5 ans en deuil et l'ont utilisée comme punching ball pour leurs propres insuffisances. Ils l'ont volée, rabaissée et lui ont fait sentir qu'elle ne valait rien. Malgré tout cela, Rachel s'est construit une vie, une entreprise prospère. Elle est devenue gentille, compatissante, travailleuse, tout ce qu'ils ne sont pas. Puis elle m'a fait signe. Rachel aimerait dire quelques mots. Ma bouche est devenue sèche. Tous les yeux dans la pièce étaient sur moi. Je pouvais voir le jugement, la curiosité, le scepticisme. J'ai éclairci ma gorge. Je ne sais pas quoi dire que ma grand-mère n'a pas déjà dit. Je n'ai jamais voulu cette attention. Je n'ai jamais voulu être riche ou célèbre ou impliqué dans des batailles juridiques. Ma voix s'est affermie alors que je continuais. Je voulais juste une famille qui m'aime. Je voulais des parents qui se soucient de savoir si j'allais bien, des frères et sœurs qui célèbrent mes succès au lieu de se moquer d'eux. Je voulais appartenir à quelque part. J'ai regardé directement les caméras. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis une croqueuse de diamants, que j'ai manipulé une femme mourante pour de l'argent, mais je n'étais même pas au courant de l'héritage avant cette nuit au restaurant. Je ne savais pas que ma grand-mère était malade. Je ne savais pas pour l'argent du fonds fiduciaire volé. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois de plus, ma famille m'humiliait et exigeait que je paie pour ce privilège. Les larmes menaçaient, mais j'ai continué. Ma grand-mère me donne sa fortune parce qu'elle croit en qui je suis, pas parce que je l'ai demandé. Et je vais honorer cette confiance en étant exactement celle qu'elle voit, quelqu'un qui construit des choses, aide les gens, et refuse d'être cruel juste parce que c'est plus facile. Les questions sont venues vite et furieusement après cela. Des journalistes criant, des appareils photo crépitants. Mais Walter les a gérés de manière experte, et grand-mère Dorothy était assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. Alors que nous terminions, Victoria a fait irruption par les portes. La sécurité s'est déplacée pour l'arrêter, mais elle criait déjà. Tout cela n'est que mensonge. Elle vous a tous lavé le cerveau. Le maquillage de Victoria était maculé, sa robe de créateur froissée. Elle avait l'air déséquilibrée. Je suis la vraie victime ici.
Cette morveuse adoptée a volé mon héritage. Les caméras se sont tournées vers elle, capturant chaque seconde de sa crise. Madame Victoria, a crié un journaliste, qu'en est-il des allégations selon lesquelles vos parents ont volé l'argent du fonds fiduciaire destiné à Rachel? Cet argent était à nous. Nous l'avons gagné en élevant cette ingrate. Vous avez gagné 750 000 $ pour avoir traité une enfant comme une ordure, a demandé un autre journaliste. Victoria a réalisé son erreur trop tard. Les caméras avaient tout enregistré, son aveu, sa rage, son manque total de remords. Faites-la sortir d'ici, a dit Walter à la sécurité. Alors que Victoria était escortée, criant toujours des menaces, j'ai regardé les journalistes taper frénétiquement sur leur téléphone. Le récit venait de changer. Victoria leur avait donné le méchant dont ils avaient besoin, et ce n'était pas moi. Grand-mère Dorothy a serré ma main. Eh bien, dit-elle doucement, je ne pense pas que nous aurions pu mieux planifier cela si nous avions essayé. Malgré tout, j'ai presque souri. Victoria s'était détruite elle-même, et elle l'avait fait devant les caméras pour que le monde entier le voie. La vidéo de la crise de Victoria est devenue virale en quelques heures. Le soir même, elle avait été vue plus de 10 millions de fois. Les chaînes d'information la diffusaient en boucle, disséquant chaque mot, chaque expression déséquilibrée. Les réseaux sociaux ont explosé de commentaires. A-t-elle vraiment admis qu'ils ont pris de l'argent pour élever une enfant adoptée? Cette famille est toxique. Rachel mérite tout. Victoria vient de détruire son propre dossier en moins de 60 secondes. Brillant. Ce regard sur son visage quand elle a réalisé ce qu'elle a dit. Inestimable. L'opinion publique a basculé du jour au lendemain. Ce qui avait été une conversation partagée est devenu un raz-de-marée de soutien pour moi et de condamnation pour ma famille. Des mèmes se sont répandus. Des vidéos de commentaires ont analysé la situation. Des experts juridiques ont donné leur avis, tous s'accordant à dire que l'aveu de Victoria avait essentiellement torpillé toute chance de contester le testament. J'ai regardé tout cela depuis le bureau de grand-mère Dorothy, encore en train de digérer. Walter était assis en face de moi, l'air satisfait. Leur dossier juridique vient de s'effondrer, dit-il. L'aveu de Victoria qu'ils ont gagné l'argent du fonds fiduciaire en vous élevant est essentiellement une confession de détournement de fonds. Combiné à la documentation que nous avons déjà, ils n'ont aucune base sur laquelle s'appuyer. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Maintenant, leurs avocats essaieront de limiter les dégâts, mais il est trop tard. L'audience au tribunal est dans 3 jours. Je serais surpris si le juge ne se prononce pas en notre faveur immédiatement. Il a fait une pause. Il y a aussi l'aspect pénal. Le bureau du procureur a pris contact. Ils envisagent des accusations de fraude contre Patricia et Gregory. Des accusations pénales. Mes parents pourraient aller en prison. Grand-mère Dorothy est entrée dans le bureau, se déplaçant lentement avec le soutien de Thomas. Elle avait rapidement décliné depuis la conférence de presse, l'effort ayant épuisé ses réserves. Mais ses yeux étaient toujours vifs. N'aie pas l'air si inquiète, dit-elle en s'installant dans son fauteuil. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Ce sont toujours mes parents, ai-je dit doucement. Où ils étaient censés l'être. Ils n'ont jamais été tes parents, dit fermement grand-mère Dorothy. Les parents protègent leurs enfants, les aiment, les soutiennent. Ce que Patricia et Gregory ont fait, c'était de l'exploitation, pure et simple. Mon téléphone a vibré. Un autre message, mais celui-ci m'a glacé le sang. Je sais où tu habites maintenant. Ce n'est pas fini. V. Je l'ai montré à Walter, qui a immédiatement passé un appel. Je vais obtenir une ordonnance restrictive aujourd'hui et augmenter la sécurité à la propriété. Elle est désespérée, observa grand-mère Dorothy. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Elle avait raison. Au cours des 2 jours suivants, le comportement de Victoria est devenu de plus en plus erratique. Elle s'est présentée à mon ancien immeuble, criant sur les locataires. Elle a publié de longues diatribes incohérentes sur les réseaux sociaux, chacune plus déséquilibrée que la précédente. Elle prétendait que j'avais utilisé la sorcellerie pour manipuler grand-mère Dorothy, que je faisais partie d'un complot, qu'elle était la vraie victime d'abus sur personnes âgées. Chaque publication ne faisait qu'aggraver les choses pour elle. Le public la regardait s'autodétruire en temps réel, et toute sympathie qui aurait pu exister s'est évaporée. Kenneth a essayé une approche différente. Il est passé sur une chaîne de télévision locale,
se présentant comme le juste milieu raisonnable. Écoutez, je pense qu'il y a eu des erreurs des deux côtés, dit-il sincèrement à la caméra. Oui, peut-être que nous n'avons pas été aussi accueillants avec Rachel que nous aurions dû l'être, mais exclure toute la famille pour des désaccords d'enfance, cela semble extrême. L'intervieweur n'a pas mordu à l'hameçon. Monsieur Kenneth, êtes-vous au courant que vos parents ont reçu 3/4 de million de dollars destinés aux soins de Rachel, qu'ils auraient dépensés pour votre éducation et celle de votre sœur? Le sang-froid de Kenneth s'est fissuré. Cet argent était pour toute la famille. Rachel en a profité aussi. Elle portait des vêtements d'occasion tandis que votre sœur avait des vêtements de marque. Elle a contracté des prêts pour le collège communautaire pendant que vous fréquentiez une université privée entièrement financée. Comment exactement en a-t-elle profité? Kenneth a mis fin à l'interview prématurément, mais le mal était fait. Le public a vu clair dans son jeu. Mon père a essayé encore une autre tactique, faire appel à la sympathie. Il a donné une interview en larmes sur le fait qu'il m'avait aimé comme une fille, que cela lui brisait le cœur, que les familles devraient se pardonner. Nous avons fait des erreurs, a dit Grégory, la voix brisée. Quel parent n'en a pas fait? Mais être complètement coupé, être accusé de vol, ça nous détruit. Patricia peut à peine sortir du lit. Le mariage de Kenneth souffre. Victoria fait une dépression nerveuse. Tout cela parce que nous n'étions pas parfaits. L'intervieweur, le même qui avait démonté Kenneth, n'a montré aucune pitié. Monsieur Grégory, vous décrivez ce que vous avez fait comme ne pas être parfait. Mais les enquêteurs ont documenté des années d'abus émotionnels, d'exploitation financière et d'exclusion systématique de Rachel des activités familiales. Cela va au-delà de l'imperfection. Ce n'est pas de l'abus. Ce sont juste des dynamiques familiales. Chaque famille a des problèmes. Chaque famille ne vole pas 3/4 de million de dollars à un enfant. Mon père est parti aussi. Mais l'approche de ma mère était la plus calculée. Patricia a engagé une agence de relations publiques et a donné une interview soigneusement préparée à un journaliste sympathique. Elle portait une robe simple, un maquillage minimal, se positionnait sous un éclairage doux. Elle a pleuré au bon moment. J'ai aimé Rachel dès le moment où nous l'avons ramenée à la maison, a dit Patricia en s'épongeant les yeux. C'était cette belle petite fille brisée qui avait tout perdu. Je voulais lui donner une famille, un foyer, de l'amour. Oui, nous étions plus stricts avec elle qu'avec nos enfants biologiques. C'était peut-être une erreur, mais nous essayions de la préparer à un monde difficile. Nous savions qu'elle ferait face à des défis en tant qu'enfant adopté, et nous voulions qu'elle soit forte. Le journaliste a tout gobé. Et cet argent était destiné à ses soins, et c'est à cela que nous l'avons utilisé. Le logement, la nourriture, les charges. Élever un enfant coûte cher. Peut-être aurions-nous dû documenter chaque dépense, mais nous étions une famille, pas une entreprise. Elle a regardé directement la caméra. Rachel, si tu regardes, s'il te plaît, sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Pouvons-nous s'il te plaît parler sans avocat, sans les médias? Juste de mère à fille? J'ai regardé l'interview avec grand-mère Dorothy et Walter. Quand elle s'est terminée, je me sentais mal. Elle est douée, a admis Walter. C'est l'image la plus sympathique qu'ils aient projetée depuis le début. C'est une menteuse, ai-je dit catégoriquement. Elle ne m'a jamais aimé. C'est juste une autre manipulation. Je sais, a dit grand-mère Dorothy. Mais certaines personnes la croiront. La question est, est-ce que ça t'importe? Est-ce que ça m'importait? J'y ai réfléchi. Il y a une semaine, j'aurais pu m'en soucier désespérément. J'aurais voulu que tout le monde sache la vérité, qu'il voie Patricia pour ce qu'elle était vraiment. Mais maintenant? Non, ai-je dit. Je me fiche de ce que pensent des étrangers. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Grand-mère Dorothy a souri. Bien, ma fille. L'audience au tribunal est arrivée un matin gris à Seattle. Le palais de justice était entouré de médias, de manifestants tenant des pancartes pour et contre moi, et de curieux espérant un aperçu du drame. Walter avait arrangé pour que nous entrions par une entrée privée, mais je pouvais toujours entendre le bruit à l'extérieur. Grand-mère Dorothy avait l'air fragile dans son fauteuil roulant, nous l'avions finalement convaincu d'en utiliser un, mais sa colonne vertébrale était toujours droite. Je lui ai tenu la main en entrant dans la salle d'audience. Ma famille était déjà là. Patricia, Grégory, Kenneth et Victoria étaient assis à la table des défendeurs avec leur équipe d'avocats.
Patricia avait conservé l'apparence douce et sympathique de son interview. Grégory avait l'air fatigué et vaincu. Kenneth ne croisait pas mon regard. Mais Victoria me fixait avec une haine pure. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années nommée juge Morrison, est entrée et tout le monde s'est levé. Ceci est une audience concernant le testament de Dorothy et la contestation déposée par Patricia et sa famille a commencé la juge Morrison. J'ai examiné la documentation soumise par les deux parties. Avocat, vos déclarations liminaires. L'avocat de la famille a commencé, un homme élégant nommé Robert, qui a soutenu que grand-mère Dorothy avait subi un abus de faiblesse, que sa maladie avait altéré son jugement, que le testament devrait être annulé au profit de la version précédente. Puis Walter s'est levé. Il n'a pas argumenté ni plaidé. Il a simplement présenté des faits, des relevés bancaires montrant l'argent du fonds fiduciaire volé, des évaluations médicales de 3 médecins différents confirmant la santé mentale de grand-mère Dorothy, des témoignages d'associés sur son acuité mentale, la documentation des abus que j'avais subis, photos, enregistrements, déclarations de témoins. Et enfin, la vidéo virale de la confession de Victoria. Votre honneur, a conclu Walter, ce n'est pas un cas d'abus de faiblesse. C'est le cas d'une femme choisissant de laisser sa succession à quelqu'un qui le mérite, et d'une famille en colère que leur victime ait enfin échappé à leur contrôle. L'avocat de Patricia a tenté de contrer, mais la juge Morrison l'a interrompu. J'en ai assez vu, a-t-elle dit. Les preuves sont accablantes. Madame Dorothy a été clairement saine d'esprit lorsqu'elle a exécuté son Nouveau Testament. La documentation des abus est étendue et crédible, et l'aveu de Victoria est que la famille a gagné l'argent destiné aux soins de Rachel confirme essentiellement les allégations d'exploitation financière. Mon cœur a commencé à s'emballer. De plus, a poursuivi la juge Morrison, le comportement manifesté par les parties contestataires au cours de ces procédures, y compris les menaces, le harcèlement et la diffamation publique, ne fait que renforcer le bien-fondé de la décision de Madame Dorothy. Une famille qui aimait vraiment Rachel ne l'aurait jamais traitée de cette façon avant ou après le changement de testament. Victoria s'est levée, incapable de se contenir. C'est. Vous ne pouvez pas simplement. Asseyez-vous, a ordonné la juge Morrison. Ou je vous placerai en état d'outrage au tribunal. Victoria s'est assise, mais sa fureur était palpable. Je me prononce en faveur du testament tel qu'exécuté, a déclaré la juge Morrison. La contestation est rejetée sans possibilité d'appel. De plus, j'ordonne à Patricia et Grégory de payer la restitution des fonds fiduciaires détournés, 750 000 $ plus les intérêts sur 22 ans, totalisant environ 2,3 millions de dollars. Ils ont 90 jours pour payer intégralement. La salle d'audience a éclaté. Patricia s'est effondrée sur sa chaise, en sanglotant. Grégory avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Kenneth a mis sa tête dans ses mains. Victoria a commencé à crier des obscénités jusqu'à ce que les huissiers l'escortent hors de la salle. Je suis resté figé, incapable de réaliser que c'était fini. Nous avions gagné. Complètement, de manière décisive, irrévocablement. Grand-mère Dorothy a serré ma main. C'est fait, ma chérie. Tu es libre. Les médias nous ont assaillis à la sortie du tribunal, mais Walter et Thomas ont créé une barrière. J'ai entendu les questions crier. Comment je me sentais? Qu'est-ce que je ferais de l'argent? Avais-je un message pour ma famille? Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste aidé grand-mère Dorothy à monter dans la voiture et j'ai laissé Thomas nous emmener. De retour à la propriété, grand-mère Dorothy était épuisée mais satisfaite. Je peux mourir heureuse maintenant, a-t-elle dit, et les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ne dis pas ça, ai-je murmuré. S'il te plaît. Oh, Rachel. Elle a pris mon visage entre ses mains fines. Je n'ai pas peur. J'ai vu la justice être rendue. J'ai su que ma fortune sera utilisée pour le bien. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai regardé grand-mère Dorothy s'éteindre. Elle glissait entre conscience et inconscience, parfois lucide, parfois perdue dans ses souvenirs. Je suis resté à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant de mes projets pour la fondation. Je voulais créer quelque chose pour aider les enfants adoptés qui étaient maltraités ou exploités. C'est parfait, murmura-t-elle lors d'un de ces moments de clarté. Aide les autres comme toi à briser le cycle. Je le ferai, ai-je promis. Je te rendrai fier. Tu l'as déjà fait. Son sourire était paisible. Tu leur as survécu, Rachel.
Tu es resté gentil quand ils étaient cruels. Tu as travaillé dur quand ils ont essayé de te briser. Tu es tout ce que j'espérais que tu serais. Elle est morte un mardi matin, alors que je lui tenais la main et que le soleil entrait par la fenêtre. Ses derniers mots furent « Merci d'avoir été ma vraie famille ». Je suis resté avec elle longtemps après, pleurant la femme qui m'avait sauvé, qui m'avait aimé, qui m'avait donné un avenir, la seule grand-mère que j'ai jamais vraiment eue. Les funérailles étaient privées, juste moi, Thomas, Walter, et quelques amis proches de grand-mère Dorothy. Ma famille n'était pas invitée, bien que Patricia ait essayé de s'incruster et ait été repoussée par la sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, le transfert complet des actifs a été finalisé. J'étais désormais l'unique héritière d'une fortune de 3 milliards de dollars. Le chiffre était encore incompréhensible, mais j'étais déterminé à honorer l'héritage de grand-mère Dorothy. La première chose que j'ai faite a été de créer la fondation Dorothy et pour les enfants adoptés. Non pas parce que ça sonnait bien ou me donnait l'air charitable, mais parce que je savais de première main combien d'enfants étaient piégés dans des situations comme la mienne. La fondation fournirait un soutien juridique, des conseils, un hébergement d'urgence et un financement pour l'éducation des enfants adoptés victimes d'abus ou d'exploitation. La deuxième chose que j'ai faite a été d'embaucher une excellente équipe de direction pour les entreprises de grand-mère Dorothy. Je n'étais pas prête à diriger des sociétés milliardaires, mais je pouvais apprendre. J'ai assisté à chaque réunion, posé des questions, étudié la nuit. Lentement, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'elle avait bâti. La déchéance de ma famille fut rapide et brutale. Incapables de payer les 2,3 millions de dollars de restitution, Patricia et Gregory ont été contraints de vendre leur maison, leur voiture, tout ce qui avait de la valeur. Ils ont emménagé dans un petit appartement dans un quartier difficile, une ironie compte tenu du fait qu'ils avaient toujours méprisé les gens qu'ils jugeaient inférieurs. Gregory a fait face à des accusations de fraude pour le vol du fonds fiduciaire et a été condamné à 3 ans de prison, Patricia a reçu 2 ans. Kenneth, qui avait bénéficié de l'argent volé par le biais de son éducation, a été contraint de rembourser sa part, environ 400 000 dollars. Son mariage s'est effondré sous la pression financière, et aux dernières nouvelles, il cumulait 2 emplois pour effectuer les paiements. Mais le sort de Victoria était le plus satisfaisant. Sa crise virale avait détruit toute crédibilité qu'elle avait. Son mari a divorcé, emportant leur maison et la plupart de leurs actifs. Elle avait beaucoup investi dans un projet de restaurant qui a échoué de manière spectaculaire, la laissant profondément endettée. Le détective privé qu'elle avait engagé pour trouver des informations sur moi la poursuivait maintenant pour des honoraires impayés. Elle a essayé d'écrire un livre de révélation, mais les éditeurs l'ont rejeté après que les vérificateurs de faits l'aient trouvé rempli de mensonges. Elle a tenté de lancer une chaîne YouTube, mais les commentaires étaient si brutaux qu'elle l'a supprimée. Elle a même essayé de se réconcilier avec moi, non par remords sincères, mais dans l'espoir désespéré que je lui donne de l'argent. J'ai lu son courriel une fois. Rachel, je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes toujours sœurs. La famille pardonne à la famille. Je suis en difficulté en ce moment, et je sais que tu t'en sors bien. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café, parler du passé, et construire un avenir ensemble. Je l'ai supprimé sans répondre. 6 mois après la mort de grand-mère Dorothy, je me tenais au nouveau siège de la Fondation, un magnifique bâtiment au centre-ville de Seattle dédié à aider les enfants comme j'avais été. Les murs étaient couverts de photos d'enfants que nous avions déjà aidés, d'histoires d'évasion et de nouveaux départs. Thomas se tenait à mes côtés, ayant accepté un poste de directeur des opérations de la Fondation. Madame Dorothy serait fière, dit-il. Je l'espère, ai-je répondu. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma famille. Il n'arrêtait jamais d'essayer. Celui-ci était de Kenneth. Rachel, maman et papa sont en difficulté. Papa est en prison. Maman survit à peine. Je sais que tu es en colère, mais ce sont toujours tes parents. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de quoi les aider? J'ai tapé ma réponse avec soin. Ils n'ont jamais été mes parents. C'étaient des gens qui ont pris de l'argent pour m'élever et qui m'ont plutôt utilisé comme punching ball pour leurs insuffisances. Je ne leur dois rien. Mais je te propose un marché. Je donnerai le montant exact qu'ils m'ont volé, 750 000 dollars, à un fonds aidant les enfants adoptés à échapper aux familles abusives, en leur nom. C'est le seul héritage qu'ils auront. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro. 1 an plus tard, j'ai fait la une d'un magazine économique, non pas comme la fille adoptive qui a hérité de milliards,
mais comme une directrice générale dirigeant plusieurs entreprises prospères et une fondation en pleine croissance qui avait aidé plus de 500 enfants. L'article se concentrait sur mon travail, ma vision, mes accomplissements. Il y avait une petite mention de mon drame familial, mais c'était du passé maintenant. Le récit avait changé. Je n'étais plus la victime, ni la croqueuse de diamants ou la manipulatrice. J'étais simplement Rachel, une femme qui avait survécu, prospéré, et choisi d'aider les autres à faire de même. J'avais entendu par des connaissances communes que Victoria travaillait dans le télémarketing, joignant à peine les deux bouts. Que Patricia, sortie de prison, vivait dans un refuge pour femmes. Que Gregory était toujours incarcéré, sa santé déclinant. Que Kenneth était en faillite, son éducation coûteuse ne valant rien sans les relations et l'argent qu'il avait toujours soutenu. Une partie de moi, la partie qui se souvenait d'avoir été une petite fille blessée, a ressenti une pointe de quelque chose, pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la pitié, juste une reconnaissance que les actions ont des conséquences, que la cruauté finit par revenir. Ma famille ne s'est jamais remise de sa chute. Les tentatives de Victoria pour reconstruire sa vie ont échoué à plusieurs reprises, chaque entreprise s'effondrant sous le poids de sa réputation et de ses mauvaises décisions. Patricia et Gregory ont vécu le reste de leurs jours dans la pauvreté et l'isolement, leurs enfants biologiques trop consumés par leur propre lutte pour les aider. L'orgueil de Kenneth ne lui a jamais permis d'accepter des emplois qu'il jugeait indignes de lui, le maintenant perpétuellement au bord de la ruine financière. Ils avaient bâti leur vie sur des fondations de cruauté et de sentiments que tout leur était dû, et lorsque ces fondations se sont effondrées, il ne leur restait plus rien sur quoi s'appuyer. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de durable sur les cendres de ce passé douloureux. Chaque enfant sauvé par la fondation, chaque vie changée, chaque cycle d'abus brisé, c'était mon véritable héritage de grand-mère Dorothy. Pas l'argent, mais la compréhension que parfois la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais de devenir tout ce qu'ils disaient que vous ne pourriez jamais être. Et les regarder se détruire eux-mêmes pendant que vous êtes occupés à construire quelque chose de beau? C'était simplement la justice qui suivait son cours naturel.